Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des économistes créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct mercredi 11 octobre 2017 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs. Vous écoutez le libre journal des économistes, l'émission 100% libérale et 100% antisocialiste de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir de présenter cette émission aujourd'hui en compagnie de, par privilège de genre et par ordre alphabétique, Cora Liberté, Emmanuel Gave, Fred Aftalion, Fergan Aziari et Alain Laurent, qui est notre invité du jour, si je peux dire, ou notre invité du mois. Nous parlerons aujourd'hui de commentaires de l'actualité politique et économique, bien sûr, comme à chaque émission. Nous parlerons aussi de l'individualisme et de ses ennemis, puisque Alain Laurent est un petit peu le pape de l'individualisme en France. Mais nous allons discuter de tout ça, et puis je vais surtout vous présenter un peu plus longuement mes invités. Puis nous parlerons aussi de la percée d'Ayn Rand en France, puisqu'on prononce Ayn Rand déjà. J'ai une amie australienne, Tricia pour la nommer, qui m'a appris récemment qu'on ne prononçait pas le Y du prénom. Donc je m'excuse auprès de tous les auditeurs dont j'ai écorché les oreilles durant ces nombreuses années en prononçant ce Y qui ne doit pas être prononcé. Et donc il s'agit d'Ayn Rand. Et alors si vous voulez faire des recherches sur internet ou la commander auprès de vos libraires, ça s'écrit A-Y-N et un peu plus loin R-A-N-D. Voilà, Ayn Rand. Je vous conseille d'ailleurs de vous munir d'un papier et d'un crayon parce que nous allons parler beaucoup de livres pendant cette émission. Donc si vous êtes de grands lecteurs et entre autres de lecteurs de romans, puisque habituellement nous parlons d'essais, là aujourd'hui nous parlerons aussi de romans. Voilà, comme ça vous pourrez prendre les références de tous ces livres dont nous allons parler. Alors, cette émission est diffusée en direct le mercredi de midi à 13h30. Donc, si vous nous écoutez durant cette tranche de diffusion, vous pouvez nous abreuver de vos nombreuses questions en téléphonant au 01 46 51 00 85, par télécopie au 01 46 51 21 82, par le site internet radiocourtoisie en un seul mot.fr ou par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Voilà, donc je vais commencer toujours dans cet ordre par privilège de genre puis par ordre alphabétique. Donc Cora Liberté, vous êtes consultante en ingénierie de l'environnement. Oui, tout à fait. Vous avez le libéralisme dans le sang, on peut dire. Nous avons souvent eu l'occasion d'en discuter. Par héritage, oui. Par héritage, voilà, d'accord. Donc souvent eu l'occasion d'en discuter lors des nombreuses manifestations, par exemple de Students for Liberty, enfin peu importe les manifestations libérales, disons que qui existe à Paris, et donc je suis ravi que vous ayez accepté de venir partager vos lumières et vos connaissances avec nous, avec les auditeurs de Radio Courtoisie. Emmanuel Gave, bonjour. Donc vous êtes avocate et responsable de l'Institut des Libertés. Voilà, donc pardon ? Je dis toujours. Toujours, oui, toujours, puisque vous êtes une habituée de l'émission.
Sur ce site Institut de Liberté, on peut lire les excellentes chroniques d'Emmanuel Gave déjà, de Charles Gave, de Jean-Baptiste Noé, que nous avons eu l'occasion aussi d'accueillir au Libre Journal des économistes. Tout à fait. Et puis de Jean-Jacques Netter, que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'accueillir, mais ça sera bientôt fait. Voilà, et puis donc il y a des chroniques essentiellement sur les marchés, beaucoup la géopolitique. Beaucoup la géopolitique. On a une chronique cette semaine que je conseille grandement sur la Catalogne, écrite par Jean-Baptiste Noé. Et à mon avis, les auditeurs pourront y trouver des éléments qui sortent un peu des sentiers battus qu'on peut avoir dans les grands médias. Donc pour les personnes que ça intéresse, je les invite à se tourner vers notre site, donc institutdeslibertés.org. Chronique signée de Jean-Baptiste Noé. Ah oui, pardon, vous l'avez dit. Où ai-je la tête Fred Aftalion, alors nos auditeurs vous connaissent très bien, industriel de la chimie, administrateur de la Maison de la Chimie et administrateur de la LEPS après avoir été longtemps vice-président. Vous avez aussi été vice-président de la Mount Pelerin Society ou Société du Mont Pèlerin. Cette société internationale, enfin cette association internationale, on va dire, créée par Hayek au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour... Il y a une réunion le mois prochain à Stockholm, d'ailleurs. Ah bah très bien. D'accord. Et donc, vous avez écrit de nombreux livres sur la liberté, sur l'écologie aussi, une histoire de la chimie... dont nous avons déjà parlé, voilà. Et puis Fergan Aziari, qui est étudiant responsable de Students for Liberty Paris et de l'École de la Liberté, qui travaille aussi pour collaborateur chez Young Voices et contributeur pour l'Institut Ludwig von Mises aux États-Unis. Voilà, et qui écrit de nombreux articles dans Contrepoint, par exemple, on peut vous lire Notamment, oui. Le dernier, c'était sur Slate, sur la Catalogne aussi, donc peut-être qu'on aura le temps de l'aborder, mais dans plusieurs médias, effectivement. Très bien, bon. Nous n'aurons peut-être pas le temps, d'ailleurs, de parler de la Catalogne aujourd'hui, je ne sais pas trop si... mais nous allons commencer, oui, peut-être... Alors, et puis Alain Laurent, alors ça, c'est... nous allons passer peut-être un peu plus de temps sur votre longue biographie, puisque nous avons déjà accueilli au Libre Journal des économistes à de nombreuses reprises, mais enfin ça fait un petit moment d'ailleurs que nous n'avons pas eu cette chance. Et donc vous êtes écrivain, philosophe, éditeur. Oui, tout ça. Voilà, tout ça, voilà. Alors j'ai découvert que vous aviez commencé comme sociologue. Et alors on peut être sociologue et libéral, donc. Oui, comme mon maître Raymond Aron. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et vous aviez écrit donc un livre, Vive les vacances. Libérer les vacances, pardon. Libérer les vacances, oui. Donc vous étiez déjà un sociologue libéral, ça s'entend dans le titre. Oui, c'était le résultat de ma thèse. Très bien. Et puis vous avez ensuite enseigné la philosophie dans des lycées en région parisienne. Voilà. D'accord, très bien. Alors on retrouve d'ailleurs un petit peu peut-être ce travail du professeur de philosophie, puisque dans vos ouvrages vous faites toujours une très large part aux auteurs du passé, ce qui est très agréable. D'ailleurs c'est très cultivant, on va dire, et plutôt que de redire des choses qui ont déjà été dites. Oui, parce que c'est notre corde à mon arc, l'histoire des idées. Oui. Aussi, oui. Voilà, et alors donc, voilà, vous avez découvert d'ailleurs avec L'individu et ses ennemis à la fin des années 80, qui était, qui présentait comme ça de nombreux textes très intéressants, qui étaient assez opposés pour une large part à l'Église, pour une autre part à l'État, disons. Enfin, c'était voilà, bon, et puis l'excellent Solidaire si je le veux, que j'ai eu l'occasion de relire en écrivant un article l'année dernière, et qui était, au début je voulais seulement relire mes notes, et puis je me suis laissé embarquer, j'ai relu quasiment la totalité du livre, tellement ça je le conseille à tous les lecteurs. C'est une charge évidemment contre le solidarisme. Mais ils auront du mal à satisfaire le fringal, parce qu'il est épuisé depuis longtemps. Ah, quel dommage. Enfin, si vous l'avez dans votre bibliothèque et que vous n'avez pas encore ouvert, voilà, ça réécrit. Ça peut être, oui, je sais pas. Alors je sais que je n'ai pas relu vous confiez votre introduction à François Mitterrand, alors ça j'ai pas eu le courage de la relire ni les annexes, et puis je crois que j'ai peur d'être déçu avec tout ce qu'on a entendu de notre discours solidariste depuis ces 25 dernières années. Je ne sais pas si on n'a pas fait beaucoup bien pire aujourd'hui, bien pire que... ça repart de plus belle avec Macron, hein. Certes. Ne serait-ce que la solidarité à l'échelle européenne pour mutualiser les dettes et d'autres horreurs du même acabit. Oui. Ou la hausse de la CSG. Absolument. C'est justifié par la solidarité. Tout à fait. Ouais. Donc,
Donc voilà, puis alors depuis, vous avez écrit de très très nombreux livres, alors j'ai cité, ces deux-là, une histoire de l'individualisme chez Que sais-je, l'individualisme méthodologique, de l'Église en général et du pape en particulier, voilà, du bon usage de Descartes, le libéralisme américain, histoire d'un détournement, la société ouverte et ses nouveaux ennemis. Vous avez écrit aussi L'autre individualisme, une anthologie récemment. Qui marque il y a tout juste un an. Et oui, il y a un an, voilà, et qui est peut-être un petit peu plus conservateur. C'est un individualisme plus conservateur que celui que vous promouviez jusqu'à présent. Pas forcément, d'autant plus que le terme conservateur est tellement ambigu maintenant, dont je ne me réclamerai pas. Non, ça va plus au fond des choses. C'est surtout une anthologie d'ailleurs. Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez, peut-être pour beaucoup de gens, confondre, on va dire, l'égoïsme avec l'individualisme? Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de cette confusion parce que c'est deux choses très différentes, oui. Puisqu'il était question tout à l'heure d'Ayn Rand, moi je vais continuer à dire Ayn Rand parce que de mes nombreux contacts aux États-Unis, je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de snobisme à vouloir le prononcer d'une manière tout à fait stupéfiante, parfois même pour les Américains eux-mêmes. Donc je continuerai. Allez-y, très volontiers, bien sûr. Au nom de la liberté, allez-y. D'autant plus que Ayn Rand, pour revenir à elle, a défendu l'idée d'un égoïsme rationnel. Oui. Donc il y a une confusion, surtout lorsque, d'une part, on prend les deux termes, d'ailleurs, en mauvaise part, l'individualisme se réduisant à être asocial ou en effet égoïste au plus mauvais sens qui soit. Et pour l'égoïsme, c'est pratiquement la même chose, encore que Ayn Rand a été pratiquement la seule à vouloir instaurer, comme elle l'a dit d'ailleurs, un nouveau concept de l'individualisme, c'est-à-dire celui qui consiste à ce que chacun soit rationnellement individualiste, c'est-à-dire respecte l'individualisme des autres, et lui-même le soit d'une façon non pulsionnelle, non instinctuelle, mais d'une façon réfléchie. Voilà pour une mise au point entre les choses. Et en ce qui concerne, alors ce que ne porte pas l'idée d'égoïsme, pour ce que j'ai appelé dans mon livre de l'année dernière, l'individualisme bien compris, ça consiste à promouvoir, à respecter, à reconnaître l'existence d'une sorte de droit à la souveraineté sur soi, sous condition qu'on respecte également le droit des autres à également être souverains sur eux-mêmes. Le tout dans ce qu'on pourrait appeler une perspective d'indépendance individuelle qui était celle, puisque j'ai regretté récemment qu'on n'y fasse pas suffisamment allusion, qui était celle de Benjamin Constant, dont c'est le 250e anniversaire de la naissance, pratiquement en ce moment, quelques jours près. Et pour un grand libéral comme Benjamin Constant, l'indépendance individuelle était le critère à l'aune duquel on pouvait évaluer toutes les conduites humaines et les systèmes politiques. Et pour lui, ça consistait à ne pas accepter de dépendre d'une autre autorité sur soi, pourvu, en effet, que soi-même, on l'exerce de façon tout à fait réfléchie et ouverte. Bien. Alors, rappelons que Ayn Rand a écrit La vertu d'égoïsme, de Virtue of Selfishness, La vertu d'égoïsme, qui avait été édité à l'origine aux éditions Iconoclaste, dans la collection Iconoclaste, aux Belles Lettres. Voilà, en 1993. Voilà, c'est ça, oui. Qui a été réédité, j'ai vu, chez les Penseurs de la Liberté. C'était épuisé, donc j'avais recyclé dans une autre de mes collections. Sous la même forme, d'ailleurs, c'est la même traduction et le même c'est la même traduction, même avec quelques micro-révisions, donc ça a pris un nouveau format, naturellement. D'accord. Alors donc vous êtes aussi directeur de collection. Vous aviez dirigé donc la collection Iconoclaste, célèbre chez les libéraux parce que il y a beaucoup de petits brûlots très très sympathiques. C'est des petits formats courts en hauteur comme ça, en tout cas pour les 20 premiers numéros. La forme éditoriale avait un petit peu évolué à la suite, mais toujours avec des ouvrages très incisifs, on va dire. Et puis, vous êtes toujours aux éditions Les Belles Lettres, vous avez édité, vous dirigez la collection. Je dirige deux collections. Deux collections, Les Penseurs de la Liberté. Et voilà. Alors, si vous pouviez parler peut-être un petit peu de ces deux collections, d'ailleurs, oui. Dans les Penseurs de la Liberté, c'est là que j'avais publié une biographie intellectuelle d'Ayn Rand. Et puis, ces jours-ci, paraît, on y faisait allusion tout à l'heure, une nouvelle biographie intellectuelle, celle du philosophe français Alain, qui est trop méconnu en France, parce que son grand péché, c'était de s'exprimer clairement.
sans jargon. Donc en effet, c'était tout à fait rédhibitoire et on l'avait honteusement qualifié de philosophe pour classe terminale, c'est-à-dire ne dépassant à peine le niveau de ceci. Enfin, on parle de ceci d'il y a une trentaine d'années, parce que en classe terminale des lycées actuellement, je pense qu'en effet, Alain passe largement au-dessus. Et ce qui est intéressant... André Mauroy a beaucoup parlé d'Alain. Bien sûr, oui, entre autres. Hein. Et ce qui est intéressant chez Alain, c'est qu'on le prend toujours pour pour pas mal d'auteurs, comme Benjamin Constant d'ailleurs, comme étant simplement un libéral politique, alors c'est également un libéral sur le plan économique et tout à fait acquis à l'idée de libre concurrence, de liberté des prix, etc. Donc là, il y a un rafraîchissement de la pensée d'Alain, donc pour ce dernier venu dans ma collection. Donc ça, c'est une première collection. Puis il y a l'autre qui était jusqu'alors un peu plus connue, qui s'appelle les bibliothèques classiques de la liberté, qui est très reconnue maintenant, qui en est à son 25e volume à peu près. Vous vouliez dire un mot sur Alain, Fred Aftalion ? Oui, Alain, c'était vraiment un radical socialiste, si je me souviens bien à l'époque. Radical, mais peu socialiste. Mais pas socialiste. Et d'autre part, c'était une amitié qu'il avait avec André Mauroy, parce que je pense tout à fait, oui. Où est-ce qu'il était son professeur, hein? Je crois qu'il l'a été, oui, mais donc André Mauroy a préfacé d'ailleurs certains des rééditions des ouvrages d'Alain. C'est ça. Alors tout à l'heure, nous demanderons à Alain Laurent de nous faire nous exposer un petit peu toute ce que j'appelle la percée d'Ayn Rand en France, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps, et cet auteur qui était inconnu dans notre pays commence à prendre une certaine place dans la sphère médiatique, on va dire. Mais parlons un petit peu peut-être de l'actualité économique et politique. Vous vouliez parler, Fred Aftalion, de l'écologie. Oui, un de vos thèmes favoris, bien sûr. J'ai été effaré par le budget qui nous est présenté par M. Philippe, qui comporte notamment, pour accélérer la transition écologique, un budget de 5 milliards, et qu'il faudra étaler au cours du mandat, sans doute, alors que, manifestement, il faudrait déjà un peu ralentir les dépenses dans ce domaine. Et c'est absolument inouï ce qui se passe au point de vue écologique avec le nouveau gouvernement, parce que vous remarquerez que M. Hulot a rang de ministre d'État. Il est à 2 reprises pris à partie, notamment il a voulu interdire le glyphosate, cet herbicide qui est universel et utilisé depuis 30 ans, et il s'est trouvé face à des agriculteurs sur les Champs-Élysées la semaine dernière pour montrer qu'il n'y a pas de remplacement pour le moment de ce glyphosate. Alors, c'est très facile d'interdire, mais après, il faut quand même qu'il y ait un herbicide, parce qu'il y a encore de mauvaises herbes. Ça, les écologistes ne les ont pas encore supprimées. Et donc, nous trouvons devant quelqu'un, devant un ministère qui est le plus écologiste que j'ai jamais connu, et je vois que ça va nous coûter très cher. Notamment, on a calculé qu'il va falloir dépenser en impôts 3,5 milliards pour subvenir à ces nouveaux budgets. Il y a 17 centrales nucléaires aussi qui vont être fermées, et alors il a aussi passé une loi comme quoi il était interdit désormais de rechercher et d'extraire du pétrole en France, et ce de manière irréversible. Alors ça, je trouve ça fascinant, c'est-à-dire que désormais ils font passer des lois et ils décident qu'elles sont irréversibles. C'est incroyable quand même. Monsieur Hollande avait déjà dit que de la durée de son mandat, on ne pourrait pas faire la moindre exploration. Et maintenant, nous sommes de nouveau avec cette idée qu'il faut absolument bannir le pétrole sous toutes ses formes. Voilà, on n'en a déjà pas beaucoup en France, alors si en plus on ne peut pas aller extraire celui qui est déjà là où les puits sont déjà forés, on voit quand on se promène, je sais plus, en allant vers la Champagne, etc., on voit comme ça des petits puits de pétrole. Donc ceux-là vont être fermés, ce qui est bien sûr. Absolument incroyable. Et puis évidemment... alors on avait déjà cette interdiction de prospecter le gaz de schiste qui devait être irréversible. Vous vous souvenez d'ailleurs du slogan ? En France, on a du pétrole et
des idées. Oui. Alors, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, les idées, c'est déjà douteux. Alors, si on n'a plus de pétrole non plus, où va-t-on? Oui. Non, je crois que vraiment nous sommes dans une impasse parce que sur le plan de la COP21, si je peux me permettre de le rappeler, depuis que les États-Unis ont décidé de se retirer, ce n'est pas nouveau les retraits. Par exemple, pour les centrales à charbon, les Indiens et les Chinois continuent à en construire. C'est-à-dire que nous sommes devant des obligations qui n'en sont pas. Et une véritable farce, la dernière que je voudrais mentionner, c'est les 10 milliards par an qu'il va falloir investir dans les pays sous-développés parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se mettre à dépenser eux-mêmes ce qu'il faut pour contrôler cette fameuse transition écologique. Par conséquent, je pense qu'aucune de ces décisions qui sont inscrites ne pourront être applicables. Mais voilà. Je pense que quand on réfléchit à ces histoires prises en écologie, il ne faut pas vraiment réfléchir à la logique de la chose parce qu'il n'y en a aucune. C'est presque une décision religieuse. Moi, j'ai une fille qui est en seconde. Actuellement, le programme de géographie pour la seconde, pour toute l'année, c'est le développement durable. Quand Irma est passée, ma fille m'a demandé si l'île Maurice allait être touchée. Donc, et elle a eu mention très bien au brevet. C'est pour vous dire qu'un enfant donc, de seconde est incapable de comprendre où est l'océan Indien et où... Bon, parce qu'il passe une année sur le développement durable. L'éducation nationale considère que le développement... Et donc, toute la frange politique considère que le développement durable est aujourd'hui la chose la plus importante, la seule chose dont il faille parler. Il y a les inégalités aussi, pardon. Oui, alors non, mais bien sûr, effectivement, dans le développement durable est l'Afrique, le développement durable est l'eau, le développement durable est notre continent, donc on passe un an dessus à effectivement expliquer combien, quelque part, l'homme blanc est cruel et combien les autres... Non, mais voilà, donc... À partir de là, c'est un livre assez intéressant qu'un universitaire belge avait écrit il y a quelques années, qui s'appelle Samuel Furfari, et qui expliquait effectivement ce qu'était cette nouvelle Gaïa, ce nouveau besoin de considérer la Terre comme Dieu. Et c'est un peu tout ce gouvernement, toutes ces idées-là, ce vers quoi on tend, je trouve. Et je voudrais terminer sur ce fait que nous sommes en train de détruire les principales industries qui nous font vivre. Vous avez vu que M. Hulot a lui-même déclaré qu'en 2040, il n'y aurait plus de moteur thermique. Oui. Alors nous en sommes à la voiture électrique avec, comme on sait, des batteries au lithium ce lithium ne pouvant être extrait que de Bolivie, du Chili ou d'Argentine. Et d'autre part, nous détruisons également le nucléaire, 17 centrales qui devraient fermer. Nous sommes devenus vraiment des monstres quand on pense que tout cela va disparaître. Et je ne vous parle pas de la chimie, parce que là, il y aurait beaucoup à dire, mais cette histoire du glyphosate est absolument extraordinaire, parce qu'on interdit quelque chose sans savoir par quoi le remplacer. D'ailleurs, ce qui est drôle pour revenir sur l'affaire du glyphosate, c'est que Nicolas Hulot avait donc s'était adressé en fait aux agriculteurs à Paris il y a quelques semaines, je crois, et il avait donc déclaré dans un discours, il avait admis en fait qu'il ne savait pas si en fait cet herbicide était dangereux pour la santé. Oui, non, on n'en sait rien. Et lui-même l'a admis, donc on n'en sait rien. Mais comme je ne veux pas prendre de risques avec la santé humaine, eh bien j'ai interdit. Je veux dire, si on avait ce même raisonnement avec tout et n'importe quoi, avec le lévothyrox, cette logique de précaution poussée à l'extrême, ce principe de précaution qui en fait est une logique répressive. C'est ça l'idée. S'il n'y a pas de preuve de son innocuité. Exactement. Donc, cette logique répressive. Alors, on revient toujours à la même question, savoir quel est le niveau acceptable de risque finalement lorsqu'on utilise telle ou telle substance, que ce soit un médicament. Peut-on définir des standards objectifs universels en matière donc de prévention du risque? La réponse, c'est non, puisque on a tous notre propre aversion, notre seuil de tolérance à l'égard du risque. C'est quelque chose qui est subjectif et qui ne peut pas faire l'objet comme ça d'une standardisation objective et universelle par la puissance publique. Et ça, c'est ce que ne comprennent pas, à mon avis, les partisans de ce principe de précaution poussé à l'extrême. C'est étonnant que la France soit véritablement en tête de ce mouvement. Parce que je voudrais juste terminer avec ce problème qui est celui du bisphénol A.
Ce n'est qu'en France qu'on l'interdit. Alors, ce bisphénol-là n'a absolument aucun danger. Il n'entre d'ailleurs pas en tant que tel comme molécule. C'est un réactif. Vous nous aviez expliqué ça, que c'était un produit qui ne se retrouvait pas dans le produit fini, finalement. Donc, exactement. Cora Liberté, vous vouliez... Oui, moi je ne ferais pas forcément cette lecture-là sur le glyphosate. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Fergan, mais je pense que sur le glyphosate, on est vraiment sur un totem politique. Derrière, il y a une entreprise, il y a une multinationale américaine. On peut citer Monsanto, bien sûr. Monsanto. Donc je pense qu'en Nicolas Hulot, en s'attaquant au glyphosate, est vraiment dans une communication politique pour essayer de se rattacher les électeurs écologistes, notamment, qui peuvent être pas forcément convaincus par Macron. Et sur toutes les pans de sa politique, donc on a parlé du nucléaire, on a parlé de l'industrie de l'automobile, on est dans une logique de planification collectiviste. Et moi, je pense que c'est peut-être plus intéressant de regarder par ce point d'entrée-là que de trouver une logique. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas de logique. Enfin, pour moi, il y a une logique de planification. On peut quand même opposer une logique à cette logique politique, on va dire. C'est opposer une certaine rationalité scientifique, celle que Fred Aftalion essaie de nous oui, tout à fait, mais d'émission en émission. Oui. On prend l'exemple du nucléaire. Enfin, oui. on dit aujourd'hui que Nicolas Hulot veut fermer des centrales. Alors, on peut avoir un débat, évidemment, technique, on peut avoir un débat scientifique sur combien faut-il de centrales en France. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est pas à l'État de décider combien il faut qu'il y ait de centrales. Et si on regarde l'histoire du nucléaire, le nombre de centrales a été fixé par l'État il y a quelques dizaines d'années, et ça a toujours été une industrie qui a été pilotée étatiquement. De même que c'est au marché de décider si le moteur thermique doit céder la place au moteur électrique. Déjà, le moteur électrique est très polluant aussi, puisqu'il faut bien produire l'énergie quelque part. Il y a déjà une transformation des voitures. Oui. Je pense que d'ici quelques années, on aura un essor de la voiture électrique, sans qu'on ait besoin que Nicolas Hulot décide de quel est le rythme et à quelle année il faut que le moteur thermique ait disparu. Oui, tout à fait. Bien. Pour conclure là-dessus, toute petite chose. Oui. Moi, ce qui m'a toujours amusé, c'est l'intitulé tout de même de ce ministère, Transition écologique et solidaire. C'est un intitulé idéologique typiquement socialiste. Tout à fait. Hein. Absolument. C'est extraordinaire d'aller mêler ces deux notions. Oui, mais alors c'est parce qu'il s'efforce à chaque fois d'expliquer. Non, mais dans un monde idéal, on pourrait induire que tout ministère serait solidaire. Donc pourquoi pas, quel besoin de le rappeler ? Un suffixe à ajouter à tous les ministères, je crois. Ministère des Finances solidaire, Éducation nationale solidaire, évidemment. Ils le sont tous. Ils sont censés être des serviteurs d'État, évidemment, qui sont solidaires, c'est la moindre des choses. Fergan Aziari ? Oui, je voulais revenir sur un petit peu le catastrophisme environnemental. Effectivement, on a beaucoup parlé du fait qu'aujourd'hui, l'insistance, par exemple, sur le développement durable, donc entretient cette idée que le développement durable serait a priori des oxymores et qu'il faudrait s'arranger pour concilier les deux. Je pense que derrière, il y a toujours ce même malthusianisme classique que l'on connaît depuis plus d'un siècle et demi. Cette volonté, cette volonté d'adhérer à des discours apocalyptiques sur ce pessimisme à l'égard de l'innovation qui fait que nous ne sommes pas capables d'envisager que les êtres humains puissent trouver des solutions aux problèmes qu'ils peuvent parfois générer effectivement lorsqu'il y a développement économique. Et je pense qu'il faut retrouver cet optimisme-là et se dire que l'innovation a toujours su triompher des problèmes, des limites, de la rareté, des ressources, et qu'il n'y a pas de raison pour que ce processus finalement s'estompe et s'arrête. Et je suis d'autant plus d'accord que ça rebondit sur ce qu'Alain Laurent disait tout à l'heure. La source, c'est l'individualisme. Si on a confiance en l'individu et en sa force, quelque part, on sait qu'il trouvera une solution. Ça n'est que parce que les gens pensent collectif qu'ils deviennent malthusiens. Si on est quelque part, si on est adepte d'Ayn Rand, on sait que on trouvera une solution et qu'on se retrouvera derrière une montagne tous cachés, mais je voudrais pas faire de spoiler pour la grappe. Je voudrais redire un mot d'un autre scandale qui est ce qu'on appelle le Dieselgate. On ne devrait pas le dire ici en anglais, mais il se trouve... Le scandale du diesel, que le diesel, le moteur diesel a été de moins en moins polluant au cours des années. D'ailleurs, c'était un encouragement qu'on a donné à une société comme Peugeot pour qu'il ne fasse plus de bruit, il ne produise que moins de NO2, il ne produit aussi moins de CO2. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, un revirement arrive au point de vouloir supprimer le diesel?
c'est que pour le détruire, et ça c'est très typiquement écologique, on durcit les normes. À partir du moment où ils répondaient à des normes et que maintenant on les a durcis, on rend le moteur de moins en moins performant parce qu'il ne peut pas répondre à zéro de pollution. Donc c'est une destruction volontaire qui est prévue et qui va à l'encontre de tout ce que nous avons vu au cours des 30 dernières années. Oui, juste pour rebondir là-dessus et conseiller quelques ouvrages sur la question de l'innovation, du malthusianisme. Il y a 2 excellents ouvrages, à mon avis, qu'il faut recommander. C'est celui de Johan Norbert, Non, ce n'était pas mieux avant, donc publié par je ne sais plus, édité par qui. Bon, bref, on pourra vérifier. C'est ça. Et Matt Ridley, L'optimiste rationnel. 2 ouvrages qui permettent de prendre un petit peu du recul en retraçant les peurs que l'on entretenait dans les années 70, 80, les inquiétudes sur les pénuries de pétrole, genre de questions qui reviennent régulièrement, et comment finalement la problématique, comment l'innovation a su triompher de ces problématiques que l'on soulevait déjà très tôt. Et c'est un moyen, à mon avis, de contrer tout ce discours pessimiste ambiant sur le fait que nous serions condamnés au déclin et à l'extinction parce que le développement ne serait pas durable, etc. Bien, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute du Libre Journal des économistes, l'émission qui veut tout privatiser. Ils sont sur Radio Courtoisie, donc ils peuvent poser leurs questions au 01 46 51 00 85 ou par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Un auditeur nous demande, une auditrice d'ailleurs nous demande si M. Aftalion est aussi favorable au Roundup. J'imagine que oui, on va pas passer bien sûr, le Roundup. C'est bon. C'est le glyphosate. Oui, voilà. Donc, c'est pas autre chose. Donc oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Alors sinon, dans l'actualité, il y a aussi, vous parliez, Fred Aftalion, du budget d'Édouard Philippe, et donc, on a découvert qu'il y avait 457 niches, soit 6 de plus désormais dans le code des impôts français, quoi. Donc c'est dramatique. Il y avait Victor Fouquet qui était venu ici nous parler de la pensée libérale de l'impôt. Je crois que c'était au mois de juin et de juillet. Ce qu'il expliquait, c'est que tous les penseurs, puisqu'il avait un petit peu la méthode Alain Laurent, c'est-à-dire montrer un petit peu tout ce que des penseurs libéraux avaient dit sur l'impôt, en partant de je sais pas qui, Bois Guilbert jusqu'à Pascal Salin ou Philippe Nemo. Et dedans, il disait qu'il fallait idéalement privilégier les assiettes les plus larges possibles, les taux les plus bas, et le moins de niches possible pour avoir permettre le meilleur développement de l'activité, disons, en remplissant les caisses de l'État le plus possible. Fergan Aziari ? Oui, vous disiez que la multiplication des niches fiscales est dramatique. Ça dépend pour qui. Je pense que les avocats fiscalistes sont bien contents de cette nouvelle complexité. Peut-être que ça va leur faire un peu plus de travail. Je ne sais pas si... À coup sûr. Non, c'était une petite boutade. Mais ce budget, en fait, traduit encore une fois l'incapacité de penser la réduction de la dépense publique de manière durable. Ni la droite ni la gauche ne sait ce que signifie réduire la dépense publique, à savoir réduire le périmètre de l'État. Il n'a jamais été question d'évoquer la privatisation ne serait-ce que d'une seule grande administration. On est là toujours dans une espèce de rabotage, d'arbitrage, de coupe sombre, sans encore une fois se poser la question de la concurrence. Pardon, je vous laisse finir. Oui, on est là à vouloir faire des économies sans finalement penser la structure de l'État, le périmètre, la privatisation, l'ouverture à la concurrence nécessaire des activités si on veut rationaliser l'usage des ressources. Il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas compris que réduire la dépense publique, ça veut dire privatiser tel ou tel service public, telle ou telle administration. On pourra faire tous les débats que nous voudrons sur la fiscalité, sur la réduction des déficits. On sera toujours à discuter, à parler finalement dans le vide sans convaincre sur la nécessité de revoir le périmètre de la puissance publique de manière générale.
Tout à fait. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose là-dessus, non Oui, ajouter quelque chose sur l'ensemble des niches fiscales. Je pense que ça fait depuis Louis XIV que je ne sais plus qui disait au roi Assire laissez l'argent dans les mains du peuple. Il y a cette espèce de vision en France que l'argent en fait appartient à l'État, que les niches fiscales ce sont des cadeaux qui sont faits aux riches, que c'est une dépense. Non, ce n'est pas une dépense, c'est une non-recette. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et je pense que derrière, il y a quand même une vision de l'impôt. Donc on parle d'un impôt avec la base la plus large, le taux le plus faible. Ça, c'est une vision où chaque Français, comme ce qui est inscrit dans la Constitution, participe au budget de l'État à proportion de ses revenus. Alors que là, on est dans une vision de la fiscalité qui va orienter les comportements, une vision dirigiste de la fiscalité. Les 2/3 de ce qui est confisqué sert à la redistribution déjà, donc sans compter évidemment que beaucoup d'emplois de fonctionnaires sont déjà de la redistribution finalement. Enfin, c'est ce qui est purement redistribution, le RSA par exemple, mais par exemple, le fait que les célibataires paient des impôts pour éduquer ou instruire les enfants de ceux qui ont de nombreux enfants, c'est déjà en soi de la redistribution. L'emploi des fonctionnaires, c'est une redistribution, mais c'est une redistribution en plus dans le temps très lente, parce que vous embauchez un fonctionnaire, il va avoir une paye, il va avoir un salaire pendant 30 ans. Donc ce que vous impactez aujourd'hui comme impôt, c'est vos enfants qui vont le payer aussi, parce que ça va être sur plusieurs générations. Ce que ça engendre comme dépense, la charge. Donc c'est autre chose qu'une dépense de route. Une dépense de fonctionnaire doit être réfléchie aussi sur 2 générations. Fred Aftalion. Et puis alors, on continue à vouloir défrayer de tout impôt une certaine classe de la société et ajouter au contraire les impôts sur l'autre. Alors, ceux qui sont les vraies victimes de cette politique, ce sont les classes moyennes. Parce que les milliardaires, il faut le savoir, ils vivent très confortablement en France. Que ça soit, et pour une raison très simple, autant M. Arnault qu'à une époque, Mme Bettencourt, avait affirmé que si on les taxait au-delà de ce qu'ils acceptaient, ils partaient. Et alors, comme ils étaient à la tête de société, c'était la société qui quittait la France. Alors voilà ce qu'il faudrait comme recette, si on veut ne pas être trop imposé, c'est devenir milliardaire et être à la tête d'une société. Je vais essayer de suivre votre recette. Voilà à la lettre. 2 conditions qu'il faut remplir si on veut pouvoir rester tranquillement dans son pays. Alors, un commentaire d'un auditeur qui nous dit « Bravo et félicitations pour votre émission et je vous remercie d'avoir invité Coralie Berthet. Les écologistes sont des pastèques, verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. » Oui. Et toujours près du beurre. Pardon, on disait ça des radis. On disait ça des radicaux. Oui. Et toujours près du beurre. D'accord. Bien. Blanc à l'intérieur, rouge à l'extérieur, toujours près du beurre. Toujours près du beurre. À propos, M. Hulot, qui est un rang de ministre d'État, n'a pas, à ma connaissance, de 2e bachot. Mais ça, ce n'est pas nécessaire. Parce que, manifestement, comme l'écologie est une croyance, nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas la peine de faire des études pour savoir ce que c'est, comme si c'était une science. Il est trop jeune pour moi pour être à l'époque des deux bachots. Il a dû passer à une époque où on n'avait plus qu'un bachot. Pour moi, Hulot, je ne le vois pas passer. Les 2 bachots, c'était à l'époque... C'était des gens nés en 43. Il est de quoi? Moi, j'ai passé les 2 bachots. Oui, mais vous étiez sur le Charles Leclerc. Fergan Aziari. Pour rebondir sur cette petite boutade sur les écologistes verts à extérieur et rouge à l'intérieur, ce qui est assez intéressant à noter, c'est finalement la mutation de la critique du capitalisme, puisqu'avant les collectivistes, quand ils critiquaient le capitalisme, critiquaient en fait sa tendance à paupériser tout le monde. C'était la critique de Marx, les travailleurs seraient paupérisés et donc finalement n'auraient plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, on lui reproche finalement tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on reproche au capitalisme d'avoir trop réussi, d'avoir engendré finalement une espèce de consumérisme qui serait devenu incompatible avec la préservation de la planète. Et ça, donc je pense que c'est intéressant de souligner ce changement qui date à peu près de la chute de l'Union soviétique, lorsqu'on a compris que le collectivisme était complètement discrédité et ne servait plus
il n'était pas du tout un système efficace pour produire des richesses. Donc c'est peut-être intéressant de changer aussi la manière dont on perçoit les capitalistes qui aujourd'hui ne s'intéressent plus vraiment à mon avis à la réduction de la pauvreté et à la création de richesses, mais qui au nom d'une sobriété heureuse ou d'une pauvreté heureuse, ça dépend comment on l'appelle, en viennent à diaboliser l'économie de marché. Bien. Alors, Alain Laurent, oui. Une petite synthèse sur tout ça. Moi, je crois qu'on peut caractériser la fiscalité de type Macron de ce que le grand penseur de l'ordolibéralisme allemand, Wilhelm Röpke, avait appelé le socialisme fiscal. On est en plein dedans, sous les apparences. Et là, je voudrais en profiter pour incriminer tous ceux qui prétendent que Macron serait une sorte de libéral. Il n'y a rien de libéral dans ce que fait. Alors, personne dans ce studio n'en est convaincu. C'est pas ici qu'on le croit. Longtemps, hein. On va élargir, on va essayer d'élargir le par cercle. exemple, Marine Le Pen, tout de même, dit Macron, c'est l'ultralibéralisme. Il n'y a ni ultra ni libéral, il n'y a rien du tout. C'est du socialisme fiscal, lequel consiste à changer le périmètre de la collectivisation. Dans le marxisme, on voulait collectiviser, puis les socialistes en ancienne mode, collectiviser l'appareil de production. Ils ont vu que ça marchait pas. Donc, on collectivisait en amont. Maintenant, on collectivise en aval. C'est les résultats du capital, à savoir les revenus de chacun. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le socialisme fiscal ? Ça consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul, avec en sus une folle progressivité. Donc, en effet, derrière les apparences, Macron ne change rien. Il accroît plutôt cette conception du socialisme fiscal en l'habillant suffisamment de nouveautés. Il fait quelque chose que même les socialistes de type Hollande n'avaient pas osé faire. C'est-à-dire, il a compris que pour sauver le maudit modèle fiscal social français, il fallait tout de même procéder à un certain nombre de changements de fond, mais pas trop, de telle sorte que ce modèle puisse perdurer. C'est ça l'opération Macron. Le maudit modèle. Notamment la CSG. Et ce qui est assez machiavélique avec ce populisme fiscal qui consiste à dire on va fiscaliser telle ou telle classe moyenne en fonction du contexte électoral pour s'attirer les voix des uns ou des autres, c'est que finalement tout ceci repose sur l'illusion que l'État décide qui paie l'impôt. Alors lorsqu'on fait un peu d'économie, on sait qu'il existe des mécanismes d'incidence fiscale, que fiscaliser telle ou telle catégorie de la population, ça peut aussi se répercuter sur une autre catégorie de la population. Un exemple typique, c'est par exemple la fiscalisation des sociétés, les GAFA, puisque on reproche à Airbnb, à Google, Amazon et compagnie de ne pas payer beaucoup d'impôts en France. Mais derrière ces entreprises, il y a des gens, il y a des travailleurs, il y a des actionnaires, il y a des ménages, donc il y a des épargnants. Donc finalement, fiscaliser un groupe de la société, ça revient quasiment à fiscaliser à peu près tout le monde selon des proportions que l'on connaît mal, certes parce que c'est quelque chose qui est difficilement mathématisable, mais quand même, la fiscalité impacte tout le monde, quelle que soit entre guillemets la cible et chez qui s'invite le percepteur. On va peut-être arrêter là. Non, Fred Aftalion, une courte intervention. Juste une remarque à propos de la CSG, qui est le côté original de M. Macron, alors que nous avions, pour compenser certaines dépenses, la TVA, qui au moins avait le côté égalitaire. Tandis qu'ici, ça va s'appliquer bien spécifiquement aux retraités, qui eux ne peuvent rien dire. Et puis, les retraités, ce n'est pas du tout la préférence de M. Macron. Lui, c'est les jeunes. Oui. Même s'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'aime pas non plus l'immobilier, visiblement, puisqu'il veut maintenir... l'ISF. Je conseille d'ailleurs un excellent article de Virginie Pradel que vous retrouverez sur le site de l'IREF. Virginie Pradel, non, c'est l'anniversaire, j'ai vu ce matin, donc joyeux anniversaire Virginie, et dans lequel elle explique que alors vous le trouverez sur le site IREF Europe de l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale, dans lequel elle explique que c'est un article qui date d'un petit peu, puisqu'il date du 24 août. Mais elle explique que la France est déjà le pays d'Europe le plus fiscalisé de n'avoir pas exclu la demeure principale de cette taxe de l'ISF, c'est scandaleux. Totalement, bien sûr. Alors, nous allons rapidement revenir à Ayn Rand. Juste un petit mot quand même sur Anne Hidalgo qui va avec 320 personnes à Lima pour découvrir que les JO ont été gagnés par Paris, ce que tout le monde savait depuis très très longtemps déjà. Oscar du meilleur acteur, on a vu son expression sur son visage. Waouh, c'est vrai. Coût total 1,5 million, ça fait 5 000 € par personne. Ils sont allés dans un des 50 meilleurs restaurants du monde, paraît-il.
à l'issue de... Enfin bref, voilà, donc ça explique nos 360 impôts et désormais 457 niches fiscales en France. Alors, revenons peut-être donc à l'individualisme et à Ayn Rand. Et donc je vais demander à Alain Laurent de nous parler un petit peu de cette incroyable percée d'Ayn Rand en France, dont on commence à parler un petit peu partout, quoi, dans beaucoup de médias. Et c'est une très bonne nouvelle. Peut-être d'abord dire un petit peu plus précisément qui est Ayn Rand et pourquoi elle était si peu connue jusqu'à présent en France. Ayn Rand est extraordinairement connue aux États-Unis. Chaque Américain la connaît, y compris le plus modeste et le plus simple. Vous pouvez facilement rencontrer, même dans des bars ou bien des supermarchés, des personnes très modestes qui ont lu ou qui sont en train de lire Ayn Rand. Alors pourquoi cette popularité là-bas ? Parce que c'est quelqu'un qui, avant d'essayer de penser moralement le capitalisme, a entrepris une croisade, à l'aide d'ailleurs plus souvent de la fiction, du roman, que d'essais purement intellectuels, qu'elle n'a jamais d'ailleurs publié. Elle publiait surtout des articles, elle faisait des conférences, etc. Et elle est entrée en guerre assez tôt contre le collectivisme qu'elle voyait, l'étatisme qu'elle voyait occuper de plus en plus ce terrain aux États-Unis, où elle avait émigré, alors qu'elle était née en Russie, dans la Russie d'avant l'URSS. Elle est née en 1905, oui, voilà. Et elle y a émigré en 1925, et très vite, elle s'est rendue compte que ce qu'elle pensait avoir fui dans la Russie bolchevique, eh bien, elle le retrouvait sous une forme atténuée, mais tout de même croissante, aux États-Unis, à savoir l'étatisme, le collectivisme, la dépossession des individus par un certain nombre de machineries étatiques et idéologique. Alexandre Zinoviev avait eu le même choc, disons, en arrivant en Occident, c'est terrible. Et alors, c'est quelqu'un qui donc a fait un choix tout à fait étonnant, mais qui s'est révélé payant au fil des années. C'est celui, je le disais tout à l'heure, de la fiction, avec des romans qui au début n'ont pas eu un succès extraordinaire, comme Nous les vivants, et puis deux grands succès qui sont des succès littéraires les plus grands de tous les temps, à coup de dizaines de millions d'exemplaires, je dis bien de dizaines de millions. Évidemment, ça s'est d'abord vendu aux États-Unis, et puis ça a essaimé un peu partout dans le monde, sauf dans Jurassic Park. Je parle, en effet, de notre cher pays social étatiste. Et c'est ça qui explique la résistance à Ayn Rand. Alors François Guillaume m'avait expliqué il y a quelques années, m'avait raconté que Ayn Rand elle-même avait piétiné la première traduction française d'Atlas Shrugged, qui donc a été publiée par les Belles Lettres en 2011 sous le titre La Grève. Et nous recommandons évidemment à tous les auditeurs qui n'auraient pas encore eu la chance de le lire. Avec la superbe traduction de Sophie Bastide-Fols. De Sophie Bastide-Fols, absolument, oui. Et donc elle l'avait piétiné par-ici. Le roman s'ouvre par la question qui est John Galt, et le traducteur avait mis une petite note à cet endroit-là, racontait François Guillaume, et en bas de page il y avait marqué que grosso modo ce personnage faisait partie du bestiaire d'Ayn Rand. Il était marqué que c'était un personnage imaginaire, voilà, alors qu'il n'était trop réel. Oui, voilà, et il racontait même un petit peu à la fin de l'histoire, disons, dans cette note. Alors ça explique aussi pourquoi ce roman n'avait pas été publié en France. Oui, mais ce n'est qu'une partie du problème, parce qu'il y a eu l'autre grand roman, le premier, qui a été traduit en français sous le titre La Source Vive, et The Fountainhead, et parce que ce sont des romans qui mettent en jeu et en scène des individus absolument jaloux de la souveraineté d'eux-mêmes en tant que créateurs. D'ailleurs, ce ne sont pas du tout des égoïstes qui veulent s'emparer du bien des autres. Ce sont des gens qui veulent qu'on leur foute la paix, afin qu'ils puissent créer comme ils l'entendent et qui entendent continuer à être les propriétaires de leurs droits sur ce qu'ils ont créé. Et ça doit répondre uniquement à leur volonté s'ils veulent en donner aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui s'attaque frontalement à tout ce qu'on a pu penser en France depuis des décennies, voire des siècles. Alors, ça, c'est exposé dans La Source Vive. Moi, je ne vais pas m'amuser à rappeler à chaque fois qui a traduit quoi, sinon on ne finit pas, ni Nous les vivants, etc. Bien, oui. Ça, c'est une prétention tout à fait absurde, personne ne le fait. Et alors, il y a eu ce qui s'est passé avec la grève. Alors, il y a des gens qui redisaient en France, que voyons tout savoir, sur le titre La Grève. C'était le premier titre de travail
d'Ayn Rand lorsqu'elle a voulu publier Atlas Shrugged. C'était un titre de travail, mais l'éditeur de l'époque a tout de même objecté que ça crée une confusion, qu'on aurait pu croire que c'était un ouvrage qui a été produit par des syndicats de travailleurs plus ou moins socialisants, donc on l'a éjecté. Mais c'était tout de même, et allez donc traduire en bon français littéraire, moi je ce défi, Atlas Shrugged. Celui qui hausse les épaules, etc. Alors, je sais bien que maintenant, dans les polars, la mode a des titres à rallonge qui peuvent tenir 2 lignes. Mais à l'époque, tout de même, c'était pas pratique. Et qu'est-ce qui se passe dans la grève? C'est, comment dire, c'est la grève d'entrepreneurs, de créateurs, et de créateurs de tous ordres. Ça peut être des compositeurs de musique, ça peut être des philosophes, ça peut être des architectes, etc., qui en ont assez, en effet, d'être tributaires des oukases de l'État et de la dépossession du fruit de leur travail et de leur créativité. Alors, ce qui s'est passé, pour faire court, c'est que quand on a publié cette traduction aux Belles Lettres en 2013, ça a été bien accueilli, mais c'était l'ennui du livre, c'est qu'il pesait 1,4 kg. Oui, je suis bien payé pour le savoir, à force de l'avoir transporté un petit peu partout. Et par conséquent, comme on en était à la 3e réimpression, 3e édition, on a pensé que, en effet, proposer un format de poche était sans doute une bonne solution. Et alors là, à notre propre étonnement, ça a pris de façon tout à fait sensationnel, il faut le dire, puisque moi j'avais relevé une 15aine d'occurrences dans la presse. Il y a eu cette fabuleuse série d'émissions de France Culture au cœur de l'été, dont j'ai fait les deux premières en tant que biographe d'Ayn Rand. Il y a eu le très beau dossier aussi les Échos, l'enjeu Les Échos, dans leur formule week-end, un dossier de 7 pages, qu'ils n'avaient jamais fait d'ailleurs sur un autre penseur. Il y a eu assez récemment Le Point, aussi, avec Pierre-Antoine Delhomme, le critique économique de sensibilité libérale qui a consacré 2 pages. Même dans Arte, il en a été question. Alors dans Arte, c'était très curieux, puisque c'était à la fin de leurs 28 minutes, l'espèce de journal télévisé d'Arte le soir, et à chaque fois, Arte consacre 2 minutes à un penseur, ou un rocker, ou un artiste, enfin, à quelqu'un qui mérite d'être mis en lumière. Et là, chez Arte, c'était au début du mois d'août, ça s'appelait Ayn Rand, l'inconnue la plus puissante du monde, n'est-ce pas? Alors, pourquoi la plus puissante? Parce qu'il y a eu tout un buzz aux États-Unis, il y a à peu près 1 an, d'ailleurs, à la suite de l'élection de Trump, selon quoi l'administration Trump aurait été sous influence de la pensée d'Ayn Rand, ce qui est tout à fait discutable, oui. Parce que même Trump lui-même a lu Ayn Rand, mais comme on le disait il n'y a pas longtemps, il ne suffit pas de l'avoir lu pour l'avoir comprise, forcément, sinon ça se saurait. Mais enfin, Rex Tillerson aussi l'a lu, et ça c'était, vu le comportement parfois erratique et irrationnel de Trump, on peut se demander si la vertu de rationalité chère à Ayn Rand était vraiment bien respectée. En tout cas, c'est parti de là, et puis en effet, ça s'est mis en France. Et moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est que non seulement on en a parlé un peu partout cette fois-ci, donc en plein été, mais en même temps, ça a été fait. Je m'excuse pour en même temps, hein, parce qu'il y a un auteur célèbre auquel je devrais acquitter des droits d'auteur maintenant. Donc, et simultanément, pour les non-macroniens, ils sont quelques-uns à nous écouter, j'espère. Simultanément, ces supports, pas France Culture qui avait adopté une attitude de neutralité tout à fait sympathique, d'ailleurs, pour une fois qu'on ne disait pas du mal, parce que c'était ça qui se passait à chaque fois, mais dans les Échos et dans Le Point, c'était pratiquement dithyrambique. Et c'est ça qui est notable. Alors moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a tout de même encore une étape à franchir, c'est que dans les milieux qu'on appelle académiques, universitaires, Ayn Rand soit enfin prise au sérieux. Dans toutes les bibliographies, vous avez par exemple L'Immonde de John Rawls. Moi, j'aimerais bien qu'au regard de John Rawls, il y ait également Ayn Rand. Alors ça, ce sera un autre combat, parce que Ayn Rand n'était pas une universitaire, et en France en particulier, il y a une sorte de refus presque viscéral des universitaires à admettre comme par exemple philosophe quelqu'un qui n'est pas
du sérail. Alors aux États-Unis aussi, ça s'était manifesté, mais à force, les résistances ont été vaincues. Ça, ce sera la prochaine bataille. Un dernier mot là-dessus. Moi, je souhaite tout de même que cette diffusion de la pensée d'Ayn Rand, par exemple, ses combats contre l'altruisme, contre le mysticisme, contre le tribalisme, qui sont tout à fait donc en prise sur l'actualité, ne soit pas fait d'une façon que je pourrais qualifier, en exagérant un peu, de fanatique, mais d'une façon ouverte. Il ne faut pas qu'il y ait de nouveaux dévots qui pensent que Ayn Rand est quelqu'un qui n'est pas critiquable, qui n'est pas discutable. Il faut le faire, en effet, de façon rationnelle et ouverte. C'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui a une pensée importante, qui mérite d'être discuté comme n'importe qui d'autre, à la place des anathèmes. Ces anathèmes ont surgi tout de même dans l'un des journaux qui a parlé d'Ayn Rand cet été, c'est Alternative économique. Oui. Évidemment, on se doutait que Alternative économique n'avait pas accueilli Ayn Rand les bras ouverts, et ça n'a pas manqué. C'était la papesse de l'ultralibéralisme, enfin toutes ces fadaises et clichés éculés. Et le pire, c'est que ces gens-là croient bon de brandir ça au défaut de toute argumentation rationnelle. Qualifier quelqu'un d'ultra-libéral et de papesse du cabinet, ça doit suffire pour l'éjecter. Mais j'ai l'impression que ce temps-là est révolu et qu'on va enfin commencer à la prendre au sérieux. Mais je crois que de toute façon le bouche à oreille est très très bon, puisque j'entends maintenant parler d'Ayn Rand par des gens qui ne m'avaient jamais parlé de libéralisme ni rien. Donc ça veut bien dire que la sauce commence à prendre, disons. Je crois que Atlas Shrugged donc s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, et la grève participe encore faiblement. Sa traduction française, donc la grève participe encore faiblement de ce nombre-là. Mais tous les espoirs sont permis, en effet. Voilà, tous les espoirs sont permis, puisque on est en France. Ça monte. Voilà, je voudrais juste ajouter une petite chose. Personnellement, la première fois que j'ai croisé Ayn Rand, c'était aux États-Unis. J'étais en université. Et Ayn Rand était vraiment un personnage très fort pour toutes les féministes. J'étais dans une fac de Caroline du Nord, et c'était le personnage de Dany Taggart faisait partie des emblèmes de femmes fortes, et donc on abordait Ayn Rand par ce biais-là, par le biais d'un féminisme assez actif, comme on peut l'avoir aux États-Unis, dans les facultés où les filles sont très en demande de ça, et donc je pensais juste que c'était peut-être un biais par lequel Ayn Rand pourrait être aussi envisagée dans notre culture, c'est-à-dire par un féminisme intelligent. Voilà. Oui, nous parlerons d'ailleurs, sinon on a un petit peu le temps. Il faut trouver le féminisme intelligent, ça ne va pas être commode. Hein. Justement, ça serait Ayn Rand. Voilà, c'est bon. Et puis nous avons nos amis les affranchis, Marianne Ferrand et Mathilde Berger-Perrin, qui veulent précisément inventer un féminisme qui soit un peu anti-féministe d'ailleurs, contre les féminismes anti-écriture inclusive. Voilà, quand vous voulez énerver une féministe, il faut lui dire que vous êtes très féministe parce que vous êtes une personne qui admire Madame Margaret Thatcher. Alors, à ce moment-là, on vous considère comme un antiféministe à tout craint. Alors, une citation peut-être d'Ayn Rand, ça doit être extrait d'une interview, puisque Wikibéral n'a pas mis de source. « Ma philosophie conçoit essentiellement l'homme comme un être héroïque dont l'éthique de vie est la poursuite de son propre bonheur, la réalisation de soi, son activité la plus noble et la raison son seul absolu. » Oui, donc c'est Ayn Rand, oui, a toujours défendu des personnages comme ça qui sont un petit peu caricaturaux. Alors à ce titre-là, c'est vrai que son œuvre est un petit peu critiquable, mais elle réussit à mettre beaucoup de finesse et beaucoup de subtilité derrière cette caricature. Et puis c'est des caricatures qui nous aident à très bien comprendre, disons, le sens de son propos. C'est-à-dire, effectivement, les héros sont de vrais héros, les méchants sont vraiment détestables, etc., etc. Oui. Oui, c'est sans doute un point de discussion, mais qui serait tout à fait captivant. C'est-à-dire la manière dont sont édifiés les personnages d'Ayn Rand, dont on peut avoir, moi je n'emploierais pas le terme caricatural, mais parfois peut-être un peu schématisé, et tout d'un bloc, ce qu'on rencontre d'ailleurs assez peu dans la réalité. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est de voir que à mesure qu'elle a compris qu'elle avait une sorte, ou qu'elle a cru comprendre qu'elle avait une sorte de mission aux États-Unis, c'est de réconcilier les Américains
avec la leçon des Founding Fathers, je m'excuse pour l'anglicisme. Oui, bien sûr, les pères fondateurs. Les pères fondateurs, qu'elle admirait beaucoup. Il faut savoir que Ayn Rand était une grande patriote américaine. Pour ceux qui prétendent de façon stupide que libéralisme et patriotisme sont inconciliables, eh bien la leçon est chez Ayn Rand. Elle avait pour sa patrie d'adoption autre leçon pour les immigrés actuellement. Quand on va dans une autre patrie, on adopte celle de la dite patrie. C'est ce qu'avait fait Ayn Rand. Et alors, je reviens au problème des personnages. Lorsqu'elle a cru avoir, et s'est investie de cette mission, peut-être est-ce qu'elle a eu trop tendance à idéologiser ces personnages, c'est-à-dire en faire des porte-paroles de telles ou telles idées, et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas tout à fait au début. C'est pourquoi je persiste à croire que son premier roman, Nous, les vivants, où c'est une forme romancée qu'elle a donnée à l'enfance et l'adolescence qu'elle a vécue dans ce qui était devenu l'URSS, c'est quelque chose de parfaitement grand. Et exception, chez Ayn Rand, il n'y a pas de happy end. Et c'est là on peut se demander si peu à peu elle n'a pas conçu ces romans de telle sorte que ce soit toujours apologétique et que ça finisse forcément bien, in fine, alors que dans Nous les vivants, eh bien, on affronte la terreur soviétique à l'état nu et l'héroïne est à la fin abattue par les gardes frontières soviétiques. C'est autre chose. Tout à fait. En réaction ou en complément de ce que nous disions sur l'arrivée d'Ayn Rand en Occident et d'Alexandre Zinoviev, un auditeur nous envoie ce commentaire. En arrivant en Occident, Solzhenitsyn a déclaré « Je viens de votre futur ». Je ne veux pas démoraliser. Je ne veux pas démoraliser l'auditoire. Un auditeur nous demande que pensez-vous de privatiser la Française des Jeux et que pensez-vous de l'intérêt de le faire. Eh ben, 100% d'accord. Je crois que tout le monde ici, à l'unanimité. Voilà. Privatiser la Française des Jeux et ouvrir le secteur des jeux à la concurrence, briser toutes les barrières à l'entrée pour... Oui, d'ailleurs, pour retourner... C'est déjà pas mal ouvert fait via Internet et des sociétés basées à Malte et ainsi de suite. Tout à fait. Voilà. Alors je dirais peut-être les questions qui portent sur les questions écologiques vers la fin de l'émission, parce que sinon on repart pour des débats sans fin sur le sujet. Je précise qu'Ayn Rand, peut-être inspiré par l'exemple monégasque, proposait d'une fiscalité qui soit un petit peu limitée aux jeux d'argent, disons, et aux casinos, pour éviter justement de taxer des activités qui lui semblaient plus nobles. Fergan Aziraï. Ce que je retiens surtout d'Ayn Rand, c'est la figure de l'entrepreneur héros qu'elle voulait développer, et ça, je pense que son introduction en France est bienvenue, parce que on a en France une culture effectivement assez hostile à la figure de l'entrepreneur qui est perçue comme la source de tous les maux, l'exploiteur par excellence, et cet esprit un petit peu, alors start-up en anglais, je sais pas comment traduire ça en français. Jeune entreprise de croissance. Alors cet esprit jeune entreprise de croissance qui naît un peu en France simultanément avec l'introduction d'Ayn Rand, va peut-être culturellement aider à nous réconcilier avec la figure de l'entrepreneur, et dans ce cas-là, ce serait à mon avis une opportunité, quelque chose de très positif en tout cas pour l'avenir du pays. Bien, un auditeur nous demande auriez-vous l'obligeance d'épeler le nom de cette américaine dont vous parlez depuis une demi-heure? Je n'ai toujours pas compris son nom. Alors, nous allons commencer. Ayn Rand ou Ayn Rand, selon au choix du locuteur. Et sinon, ça s'écrit d'une seule façon. A-Y-N, c'est le prénom. Et R-A-N-D, c'est le nom de famille. Voilà. Et donc, c'est l'auteur de La Grève. La Source Vive, j'ai cru voir que ça allait être réédité bientôt, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était plus disponible depuis un certain temps. Et l'éditeur, comme il a vu l'énorme succès de La Grève, s'est enfin décidé à rééditer La Source Vive. Fred Aftalion. Pourrait-on parler maintenant de l'Espagne? Parce que je crois que le temps avance et que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Je crains que si on parle de l'Espagne, on finisse l'émission là-dessus, mais bon... C'est peut-être très au cœur de l'actualité. Moi, on parlait de l'individualisme et ses ennemis, en plus de la percée d'Ayn Rand en France. Peut-être qu'on va plutôt orienter le sujet là-dessus, parce qu'il y a quelque chose, depuis mes invités sont venus avec ce thème-là. Il y a deux choses qu'on voit grossir beaucoup en ce moment. C'est un féminisme assez bizarre à travers l'écriture inclusive, c'est-à-dire cette écriture qui est faite de plein de petits points au milieu des mots. Et puis, il y a aussi l'antispécisme, qui est
une nouvelle maladie mentale, disons, des salons parisiens. Alors je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà été confrontés dans leur vie à ces deux maladies mentales. Alors l'écriture inclusive, vous avez dû la voir. Par exemple, Jean-Baptiste Noé l'a envoyé tout à l'heure sur Facebook, une affiche où alors tout était rédigé sous cette forme-là, mais il y avait marqué en gros lycée. C'était une affiche de l'éducation nationale pour les lycéens. Alors c'est lycéen. À ce moment-là, vous avez un petit point qui est au milieu du mot. Ensuite, qui se termine par N, donc un petit point. Ensuite, vous avez NE, puis encore un petit point, puis vous avez un S. Donc ça veut dire lycéens et lycéennes au singulier, au pluriel. Enfin voilà, tout le monde. Et donc il y a. Et encore, c'est terrible le réducteur parce que les transgenres là-dedans, où ils sont? Alors les transgenres, ils commencent à apparaître aussi à travers toujours. Il y a des espèces de, je sais pas comment est-ce qu'on dit, des petits Fabre d'Églantine ou Robespierre ou je sais pas quoi qui poussent partout en France actuellement pour inventer des nouveaux genres, le neutre, l'inclusif, voilà. Etc. Et avec des nouveaux pronoms, lu, ol, yel. Alors yel par exemple remplace il et elle. Et puis alors ils distinguent, c'est très important, ils distinguent le neutre de l'inclusif parce que, alors j'ai pas trop bien compris d'ailleurs, mais c'est deux choses très différentes. Le neutre, c'est pour l'inclusif, tout est parti d'un magazine, enfin d'un livre qui a été publié par Atier et donc distribué normalement dans les écoles, intégrant cette orthographe inclusive pour les plus jeunes. Donc je ne sais plus si c'est un manuel de CE2 ou CE1. Donc désormais, on dirait plus cher lecteur, lectrice, on ferait cher avec RS, IE... Alors lecteur passe devant lectrice parce que c'est l'ordre alphabétique qui doit être choisi, voilà. Puisque le E passe avant le R, disons, donc c'est lecteurs et lectrices. Il n'y a plus aucune forme de galanterie qui est une manière de souligner la faiblesse des femmes. Donc, et effectivement, voilà. Certains commencent à tweeter, Mélenchon tweet en inclusif, et ainsi de suite. Donc ça devient une espèce de mode un peu bobo, je sais pas. Toute la France insoumise, parle inclusif, on va dire, enfin, ou en tout cas écrit inclusif, parce que c'est un langage qui a ce premier défaut de ne pas être lisible. Hein, vous voyez écrit ça, vous ne savez pas comment prononcer et puis c'est une réinvention de la langue. Cora Liberté ? Oui, je voudrais revenir sur le fait que ce soit une mode. Moi, je pense vraiment pas que ce soit une mode. Je pense que c'est un mouvement de fond. Oui. Aujourd'hui, on en parle parce que ça arrive dans les manuels scolaires. Donc forcément, tous les parents se sentent concernés et tout ce qui est l'éducation en France devient un sujet national. Mais c'est quelque chose qu'on a vu apparaître il y a déjà plusieurs années dans les milieux universitaires, donc d'abord les milieux universitaires plutôt féministes, mais aujourd'hui dans toutes les grandes écoles, les universités, on voit apparaître cette écriture inclusive de plus en plus. On demande, les gens... je pense qu'il faut bien distinguer. On parle d'individualisme. Moi, je ne vois aucun problème à ce que les personnes qui le souhaitent écrivent de cette manière-là. Là où ça devient un problème, c'est quand on érige ça comme nouvelle norme. Il y a une pression terrible, c'est-à-dire que tous ceux qui contestent évidemment l'écriture inclusive, j'ai vu par exemple, comment s'appelle cette présentatrice, Audrey Pulvar, c'est ça, oui, Audrey Pulvar expliquait qu'il fallait être particulièrement rétrograde et macho, disons, pour oser écrire autrement qu'en écriture inclusive. Donc c'est là qu'arrive une pression, disons, assez nouvelle. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que ça n'est pas un mouvement de mode, puisque j'ai déjà parlé dans cette émission d'un document qui se trouve sur le site gouv.fr, là, officiel, et qui est disponible à la documentation française et qui s'appelle Contre les stéréotypes pour une communication publique dépourvue de stéréotypes de sexe. Et dans laquelle publication est expliquée cette question de l'ordre alphabétique, ces petits points qu'il faut mettre au milieu des mots, etc. Donc ça veut dire que, alors c'est préfacé puisque ça date de 2015 de Laurence Rossignol qui était ministre de la condition féminine et de plein d'autres choses, puisque je sais plus quoi, de la famille et les droits de l'enfant, enfin un truc comme ça. Bon. Et donc c'est cautionné par le gouvernement. Donc à terme ça apparaîtra absolument partout. Vous avez tout à fait raison, ça n'est pas un mouvement de mode, c'est une lame de fond qui va tout emporter. Alain Laurent ? Ça pose un problème de fond, cela. Et moi, je voudrais en profiter pour attirer l'attention d'un certain nombre de libéraux là-dessus. Ça montre que l'ennemi principal, contrairement à ce que pensent beaucoup de libéraux, c'est pas l'étatisme. L'État n'est que le moyen au service d'une idéologie qui le précède. Et en effet, c'est pourquoi il faut s'emparer des moyens de l'État pour imposer cette idéologie.
Mais le vrai problème, c'est l'idéologie toujours plus ou moins collectiviste qui est sécrétée avant et après, on va l'imposer aux autres par le biais de l'appareil et de la machine de l'État. Et ici, on est presque avec des travaux pratiques in vivo, parce qu'on voit se profiler une nouvelle idéologie dont on vient de parler, n'est-ce pas ? On la voit qui commence à se répandre dans un certain nombre de milieux, de cercles, de publications, etc. Après, elle s'empare d'un certain nombre de groupes politiques, et une fois que ces groupes politiques sont au pouvoir, ils l'imposent à tout le monde. Donc, en effet, le collectivisme, sous toutes ses formes, et ici, c'en est une forme particulièrement sensible, eh bien, c'est quelque chose qui doit être agressé, attaqué, avant même qu'on pose le problème de l'étatisme. L'État n'est que le moyen au service d'une idéologie. Si cette idéologie est totalitaire, c'est le cas, en effet, on voit bien quel est le processus qui est en jeu. Si, puisque la plupart des libéraux ne sont nullement État de ce que Michel Crozier appelait un État modeste et qui est réduit au régalien amélioré, si je puis dire, donc c'est pas l'État qui est le problème. C'est le fait qu'il soit au service d'une idéologie qui veut nier la souveraineté, la liberté, l'indépendance des individus. Emmanuel Gave ? Oui, ce que vous décrivez, Alain Laurent, c'est exactement ce que Gramsci disait aussi, que vous prenez le contrôle de la parole et du mode de parole. 30 ans après, vous avez le contrôle de l'éducation et donc des mœurs. Aujourd'hui, effectivement, c'est une lame de fond. On essaie de prendre le contrôle de la parole, du genre. Or, si on a appris quelque chose au cours de ces siècles, c'est l'évolution de la parole se fait par la rue. Elle se fait. On n'a pas décidé un jour par un décret étatique d'enlever le S dans hospital et de mettre un accent circonflexe. C'est arrivé. Maintenant, en tant que femme, moi on me dit aujourd'hui que je devrais me révolter parce que je n'ai pas écrit cher lecteur, lectrice et ainsi de suite. Je suis désolée, le combat n'est pas là. Aujourd'hui, si je vois un combat en tant que femme en France, c'est de voir que la PMA a été permis, enfin la grossesse pour autrui, la GPA, à des femmes qui ne peuvent pas, du fait de l'orientation sexuelle, puisqu'elles sont entre deux femmes, avoir des enfants et qu'elles peuvent aujourd'hui donc avoir recours à une tierce personne, donc à la GPA, ce qui va donc permettre éthiquement, comme le comité d'éthique l'a dit, d'avoir aussi recours pour les hommes. Donc se pose la question, moi si j'étais une femme féministe, ça serait de me dire, est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'on revienne à un état où le corps de la femme va être vendu, où on va avoir tout ça. Certains libertariens disent ok, moi personnellement j'y vois une exploitation d'autrui. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais à me battre sur des histoires de est-ce qu'on doit mettre des R, des E et ainsi de suite à la fin de la langue. Je trouve ça complètement idiot. Et je le dis en tant que femme, je ne comprends pas que le respect soi-disant entre les sexes se joue à cette hauteur-là. La langue est un outil, ça ne me définit pas. Je l'utilise dans mon quotidien, c'est tout. Oui, mais alors, on revient à ce problème de fond, c'est que tout de même, c'est la langue, c'est le langage qui construit nos pensées. Et s'emparer de la langue, Orwell, dans 1984, l'a magnifiquement établi, c'est ce qui est en train de se passer. Une fois qu'on est maître du langage et qu'on l'impose par le biais de l'État aux autres, en effet, on a tué la pensée individuelle et on a complètement préformé les individus. C'est ce qui est en train de se passer, ce qui montre qu'il y a une forme de totalitarisme, en effet, qui est en train de... Et de quelle manière ça commence ? Parfois sur les plateaux de télévision, où vous avez des fanatiques qui s'adressent aux autres en les affublant du nom de fascistes, etc., pour leur intimer l'ordre de se taire. On a quelques exemples depuis quelques jours de cela. Et c'est comme ça que ça passe. Et peu après, si après le hasard fait qu'ils sont nommés ministres ou qu'ils sont militants dans un parti, après, par le biais de l'État, ils vont pouvoir l'imposer. Alors rappelons à nos auditeurs qu'ils sont sur Radio Courtoisie, que l'émission s'intitule Libre Journal des économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de la radio. Vous pouvez poser vos questions au 01 46 51 00 85 ou par courriel à courtoisie radiocourtoisie.fr. Trois petites communications pour associatives. Il y a 2 conférences de Students for Liberty qui sont prévues, une le 24 octobre sur l'entrepreneuriat dans la vie étudiante. Tout à fait, c'est ça. Ce sera donc à Assas, à Paris 2. D'accord. On invitera les étudiants à explorer, éventuellement entreprendre à côté de leurs études. On interrogera l'opportunité ou non peut-être de suspendre ou d'arrêter ses études pour entreprendre. Ce sont des questions qui seront posées. D'accord, très bien. Et puis le 25 novembre, sur les défis qui sont posés par l'intégration européenne. C'est ça, une conférence sur le fédéralisme européen et le libéralisme, en tout cas comment ces deux notions peuvent ou non s'articuler.
tout renseignement sur la page Facebook ou une des nombreuses pages Facebook de Students for Liberty, de SFL ou de ESFL. Si vous tapez sur les trois, au bout d'un moment, vous trouverez les renseignements. La principale, c'est Students for Liberty France. Voilà. Students for Liberty, trait d'union France, voilà, international. Je ne sais pas si les renseignements, ils sont déjà d'ailleurs pour ces conférences. Pas encore, mais la communication sera bientôt lancée. Ils y figureront bientôt, voilà. Et puis la LEPS, Association pour la liberté économique et le progrès social, a la joie d'organiser une conférence qui est Gaz de schiste, le déni français, avec Alexandre Handlauer et Christophe Ecker, qui sont auteurs du livre Gaz et pétrole de schiste, révolution planétaire et déni français. On ne s'est pas trop fatigué pour ça a lieu à la LEPS. On met la conférence. Ça a lieu à la LEPS et d'ailleurs Fred Aftalion présidera la séance et c'est le professeur Jean-Pierre Chamou qui l'animera. Voilà, et tout ça aura lieu le mercredi 25 octobre et c'est à 19h30. Accueil à partir de 19h à la LEPS. Pour vous inscrire, vous allez sur billets web. Vous tapez par exemple Aleps ou voilà Aleps et vous tomberez très très vite sur cette conférence Gaz de schiste, le déni français. Vous pouvez aussi taper le nom de la conférence. Vous pouvez aussi vous inscrire d'ailleurs en envoyant un courriel à aleps.contact@gmail.com. Bien. Sur l'antispécisme, peut-être quelques mots. C'est aussi une nouvelle mode, alors qui consiste à considérer, de même que l'antiracisme nous encourage à ne pas voir de différence entre les individus, l'antispécisme décide d'aller plusieurs crans plus loin en décidant de ne pas faire de différence entre les individus et les animaux. Et alors, c'est une nouvelle guerre contre l'individu, je dirais, par extension. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'individus à ce moment-là. Je rappelle que dans notre corps, nous avons 100 000 milliards de cellules animales, des globules blancs, rouges, etc. Enfin, bref. Donc, si on... Bactéries aussi. Voilà, énormément de bactéries. Alors aussi, peut-être qu'un jour la loi nous interdira de boire de l'alcool parce que ça fait du mal à nos cellules, ou enfin je ne sais pas. Il y en a quand même 2000 qui meurent chaque seconde en nous, dans un adulte. Donc je sais pas trop que pense Alain Laurent, spécialiste de l'individualisme, de cet antispécisme qui prend toujours, enfin, qui commence à prendre de la place et qu'il faudrait peut-être tuer dans l'œuf. Sur le plan que vous venez d'évoquer, ça paraît une absurdité, puisqu'en effet, il y a quelque chose de fondamental qui distingue ce qu'on peut même appeler avec les biologistes l'animal humain des autres animaux, c'est la conscience de soi. La conscience de soi qui a évidemment qui peut exercer des effets rétroactifs sur notre comportement et qui permet en effet d'accéder à ce qu'on peut appeler en gros le libre arbitre. Il n'y a aucun animal qui ne peut être noué de libre arbitre. Il n'y a pas de créativité chez les animaux. Donc il y a des choses tout à fait évidentes qui permettent de souligner qu'il y a, je ne dirais pas un fossé, mais qu'il y a une séparation extrême entre les animaux, les autres animaux, et par exemple l'animal humain. Alors c'est pas une raison d'ailleurs pour mépriser les animaux. Moi je suis un grand ami de la cause animale, mais il faut rester que chacun reste à sa place. On peut très bien se battre pour que les animaux en tant qu'êtres sensibles soient respectés et en effet admettre qu'il y a quelque chose, qu'il y a une sorte de fossé, de ce qu'on peut appeler, même sans une connotation religieuse forcée, un fossé de transcendance, d'autotranscendance qui sépare l'espèce humaine des animaux. Et cette espèce de banalisation qui est parfois portée par ce qu'on appelle maintenant, c'est tellement à la mode, les neurosciences, est quelque chose qui signale qu'il y a une sorte d'absence de véritable pensée de ce problème actuellement, c'est que devenu quelque chose de parfaitement démagogique. Ce qui est navrant, c'est de voir que des amis des animaux s'appuient là-dessus, comme par exemple d'autres vont imposer le vegan, et là c'est pour imposer en effet le fait qu'il n'y ait aucune distinction fondamentale à faire entre l'humain et le reste du monde animal. Donc, d'un point de vue philosophique, avec la conscience de soi et ses effets rétroactifs, la créativité, etc., mais également sur le plan scientifique, je rappelle tout de même qu'il y a tous les neurobiologistes, tous les neuroscientifiques ne sont pas des adeptes du déterminisme et du réductionnisme qui montreraient qu'il n'y a rien de plus chez l'être humain que chez les autres animaux. J'en citerai un parmi pas mal d'autres, par exemple le grand penseur d'ailleurs libéral par ailleurs, Karl Popper, avec un certain nombre d'autres neuroscientifiques, ont montré en effet que cette problématique de la libre volonté rationnelle, de libre arbitre, c'est quelque chose qui peut se défendre d'une façon tout à fait
scientifiques, c'est tout de même des prix Nobel qui l'ont fait, et par conséquent, ça a abouti à ruiner cette idée de l'antispécisme, de la contestation de cette supériorité morale et mentale qui définit le monde humain. Fred Aftalion ? Mais nous avons connu cette absurdité qui consiste à s'occuper des animaux avant de s'occuper de l'homme. Les fourreurs ont disparu depuis que Madame Bardot a décidé qu'il ne fallait pas... ça c'est une bonne chose. Non, mais c'est une tendance actuelle. Brigitte Bardot a absolument raison. Vous trouvez qu'elle a raison ? Oui. Mais vous savez que dans ce cas, elle a voulu sauver des animaux qui étaient au pôle Nord, et c'est les animaux en survivant ont détruit une série de poissons qui auraient dû ne pas mourir pour les nourrir. Et quand on commence à se demander quel animal il faut protéger par rapport à l'autre, on entre dans des absurdités. Et je cite le cas qui est le plus idiot pour ce qui nous concerne, c'est le cas du foie gras, où ces malheureuses oies ou canards souffrent, paraît-il, parce qu'on fait du foie gras, donc il faut l'interdire. Elles sont effectivement torturées tout de même, il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, elles sont torturées, mais enfin, alors Emmanuel Gaff. Alors non, je voudrais juste revenir sur ce que disait Alain Laurent. Je pense que dans cette volonté de faire monter l'antiseptisme, il y a quand même une volonté de déconstruction de notre société. Notre société chrétienne, d'abord, qui de toute façon avait quand même une vision assez anthropocentrée de l'homme. Donc on était par Dieu au-dessus des animaux. On devait évidemment respecter les animaux, mais s'en servir. Saint François d'Assise était d'ailleurs un grand défenseur. Donc c'est renier quelque part cet héritage. La deuxième chose aussi, c'est aussi une volonté probablement anti-humaniste d'après-guerre de revenir sur certains acquis. Certes, il y a eu évidemment des dévoiements, mais en essayant de dire quelque part que nous serions définis par notre capacité à souffrir, à la Rousseau, et non plus par notre capacité à réfléchir ou c'est vrai, à s'organiser et à faire des choix comme un individu devrait le faire. Donc on arrive en fait dans une acceptation qui est presque hindouiste dans leur vision, et qui, je crois aussi, procède d'une espèce de miandrie, de non-acceptation de l'homme moderne. Il y a, dans notre société, je trouve, un rejet de l'homme, je dis par rapport à la femme, de l'homme moderne. Vous, les hommes blancs, vous avez des problèmes en ce moment dans nos sociétés, je trouve. Et ces histoires-là, ça fait le lit de tout ça, pour moi. Exactement, je suis d'accord. On n'a pas de problème. On veut nous créer des problèmes. On veut vous créer des problèmes. Donc soyez vigilants. Coralie Berthet ? Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit. Si on observe les mouvements antispécistes, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des mouvements qui sont anticapitalistes. Dans l'anticapitalisme, il y a cette notion très importante de convergence des luttes, qui est qu'il y a un ennemi commun entre donc, les féministes, les antiracistes, les anticapitalistes, les antispécistes ont un ennemi commun qui est ce que disait... ce que vous disiez à l'instant, donc l'homme blanc occidental, et que donc toutes ces luttes doivent converger pour mettre à bas ce modèle. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de rajouter ce supplément d'analyse. Fergan Aziari ? Ouais, je rebondis sur ce qu'a dit Coralie Berthet. C'est d'autant plus intéressant que il y a une véritable contradiction entre, d'un côté, cette volonté de protéger les animaux et, à mon avis, cette haine du capitalisme. Parce que si l'on en croit en tout cas cette recherche qui émerge en ce moment, notamment aux États-Unis, sur l'écologie de marché, c'est-à-dire la capacité donc d'utiliser les mécanismes de marché pour sauver les espèces en voie de disparition, et bien on se rend compte que finalement quelque part c'est bien par l'assignation de droits de propriété, par le respect de la propriété privée qu'on arrive au mieux à conserver finalement ce qui aujourd'hui peut être mis à mal, en danger par de mauvaises institutions, de mauvaises incitations, tragédie des biens communs, ce genre de choses, et que c'est peut-être finalement donc le capitalisme libéral qui résolvera ces soucis de protection des espèces. Oui, je suis assez étonné de la position d'Alain Laurent sur l'antispécisme. C'est-à-dire, à savoir, je pensais que vous considérez que les animaux avaient le droit d'être sauvages ou d'être appropriés, grosso modo, et que c'était à nous de déterminer s'ils étaient utiles, nuisibles, s'ils étaient domestiques, et donc les antispécistes s'appuient uniquement sur la caractéristique sensible. Ils disent l'animal étant sensible, il a les mêmes droits que nous, etc. Enfin, ensuite, ils développent tout un discours autour de ça. Mais néanmoins,
c'est une grosse négation de la propriété que d'aller dire, parce que le problème qu'il y a là-dedans, c'est quand même que quand je reconnais des droits au taureau, j'en retire au torero, quand je reconnais au homard, j'en retire au cuisinier, et puis alors ça peut aller très loin, parce que il y a le pouls et les enfants, et puis il y a le virus du VIH et le malade du sida, on sait pas où ça s'arrête, disons, cette reconnaissance de droits, et donc, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que je trouve merveilleux que l'être humain ait une conscience, et souhaite le bien-être des animaux. Ou bien je me suis mal exprimé, ou bien mes propos sont déformés, je n'ai pas jamais parlé de droits des animaux. Certes, non, pardon, oui, pour moi c'est une absurdité. D'accord. Puisqu'il n'y a pas de droit sans devoir, on imagine mal des animaux ayant de quelconque obligation. J'ai simplement dit que, justement, j'ai fait le contraire exactement de tout ce que vous dites. Alors vraiment, pardon. Oui. J'ai souligné qu'il y avait quelque chose qui marquait une différence intrinsèque et considérable, pratiquement transcendante, entre le monde humain et le monde animal, c'est celui de la conscience de soi. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Non, bien sûr. Mais alors, j'avais cru comprendre. Laquelle est liée à l'émergence du langage, et par conséquent, tout ça permettant la créativité humaine qu'on observe dans le monde animal. Donc c'est pas du tout parce que c'est ça l'erreur des antispécies. C'est pas parce qu'on reconnaît ce qui est une réalité que les animaux sont des êtres qui peuvent souffrir, qui ont une affectivité pour les animaux les plus supérieurs, comme nos chiens, nos chats, les chevaux, etc. C'est pas parce qu'on dit ça qu'il s'ensuit qu'il y ait des droits. Moi, je dirais plutôt, comme un certain nombre de penseurs actuellement, que c'est l'être humain qui a des obligations envers les animaux, des obligations négatives, ne pas les faire souffrir, et ça s'arrête là. Donc je vois pas en quoi on peut dire que je soutiens les antispécies. C'est exactement l'inverse. Très bien. Non. Je dis qu'il pour être carrément, qu'il déconne complètement. C'est d'accord. N'hésitons pas, mais c'était une incompréhension de ma part, là. Fred Aftalion ? Oui, mais c'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode bio. Vous êtes dans un restaurant, on vous offre un œuf bio qui, naturellement, vaut plus cher que celui qui est obtenu par des poules en batterie. Et ceci se mélange à des problèmes commerciaux et on commence à nous raconter des tas d'histoires. Il ne faut pas faire souffrir l'oie, le canard et tous ces animaux. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pendant 1000 ans ? Nous sommes mal comportés. C'est maintenant qu'il faut que nous changions. Nous avons le droit de progresser. De toute façon, à la limite, peut-être qu'effectivement nous mangeons trop de viande. Peut-être on s'est mal comporté à l'égard des femmes pendant des millénaires. Eh bien, c'est ça, nous comporter mal à l'égard des animaux. Il y a des progrès tout de même. Alors c'est peut-être pas la même chose, on va peut-être pas mettre les femmes et les animaux sur le même plan non plus, c'est-à-dire que une fois de plus, il n'est pas question d'approprier. Il n'est pas question d'approprier les femmes. Est-il prouvé que les femmes ont une âme ? Oui, non, ça, c'est une vieille affaire. Mais vous savez, il y a beaucoup de commercial dans tout ce qu'on nous raconte, parce que cet œuf bio, je voudrais bien vérifier comment est-ce qu'il a été pondu, hein, parce que il se mêle des tas de choses avec ces Non, bien sûr, oui. Les écologistes, parfois, par exemple, considèrent que les vieilles soupes, comment ça s'appelle, de cuivre, le sulfatage à l'ancienne, etc., parce que c'est ancien et compatible avec l'agriculture biologique. Or, il se trouve que ça peut laisser des traces dans l'alimentation qui sont plus importantes que les produits systémiques vendus par les Mais dans ce domaine, l'un des problèmes, ce sont en effet la diffusion de l'idéologie végane. Oui. Voilà. Oui, pour rebondir sur la problématique du bio, c'est intéressant parce que ça révèle un nouveau clivage un petit peu à la mode en ce moment, c'est le synthétique versus le naturel. Tout ce qui est synthétique, c'est pas bien. Tout ce qui est naturel est bon. Là encore, comme le cyanure par exemple, comme la peste qui est très naturelle aussi, qui a décimé un tiers de la population européenne il y a quelques décennies, notamment quelques siècles, pardon. Et l'agriculture qu'on veut promouvoir actuellement, c'est celle qui se passerait des engrais, qui se passerait des pesticides et qui se passerait des OGM. C'est-à-dire de toutes les trois choses qui ont fait que l'agriculture aujourd'hui peut nourrir le nombre de millions d'habitants que nous avons sur cette terre. Alors il y a des questions que nous n'avons pas posées, mais on en parlera la prochaine fois. C'est comme j'ai dit, celle sur l'écologie. Ne faites pas croire que les herbicides et insecticides n'ont aucune action sur la santé. On vient un petit peu d'en parler d'ailleurs. Quelqu'un qui demande quels sont les avantages merveilleux du glyphosate ou du Roundup
C'est de désherber, voilà. Et puis un commentaire aussi sur la production de pétrole en France représente, sauf erreur, 1% des importations, c'est-à-dire à l'échelle mondiale que c'est une goutte d'eau dans l'océan de pétrole. Si M. Hulot croit réduire le taux de CO2, il s'illusionne. Journal toujours aussi vivant, meilleures salutations. Je n'ai plus qu'à remercier mes invités, Coralie Berthet, Emmanuel Gave, Fred Aftalion, Fergan Aziari et Alain Laurent. Le thème de l'émission était l'individualisme et ses ennemis et la percée en France d'Anne Rand. Je remercie Jacqueline Balestier qui m'a aidé à préparer cette émission, Benoît à la réalisation, Amandine et Simone au secrétariat. Et je vous donne rendez-vous le mercredi 8 novembre, pour une nouvelle émission. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des économistes créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct mercredi 11 octobre 2017 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.